Je vais faire un petit historique sur la cardiopathie congénitale au Sénégal. Comme vous le savez, jusqu'à une époque récente au Sénégal, seules les données cliniques, il y a 40 ans environ, vers les années 80, seules les données cliniques, électrocardiographiques et radiologiques permettaient de typer les malformations cardiaques et d'en approcher le diagnostic anatomique. En effet, dès 1973, notre maître, le maître de nos maîtres, professeur Kouaté, a fait une publication sur la question sur 151 cas hospitalisés. Par la suite, l'équipe de pédiatrie du professeur Fall avec Dembel Sow et Dr Jack Amenata a publié une thèse sur le sujet. Et ce n'est qu'en 1989 donc, qu'a débuté l'échocardiographie pédiatrique au service de cardiologie CHU de Le Dantec. Et donc, cette activité a démarré avec le professeur Ibrahim Diop, qui est un pionnier dans le domaine et que nous rendons hommage par son compagnonnage à nous tous dans ce domaine. Il a publié en 1994 une étude sur l'échocardiographie cardiaque sur 103 patients. Au Sénégal, donc, l'échocardiographie des cardiopathies congénitales a démarré avec une machine Philips 1500 sans Doppler. Puis en 1996, avec un ATL MK600 avec Doppler pulsé. Professeur Khan, notre maître, se rappelle bien de tout ça. Aujourd'hui, la génération des jeunes cardiologues bénéficie des outils de dernière génération avec une qualité d'iconographie qui rend le diagnostic plus aisé. Mais il faut savoir que c'est un examen qui est opérateur dépendant et qui nécessite une formation et un compagnonnage avec un cardiopédiatre expérimenté de la trame de professeur Ley, Malik Bodian, professeur Aflangla et les autres experts dans le groupe. Donc, l'échocardiographie Doppler cardiaque a permis de faciliter le dépistage lésionnel précis et cela de façon non invasive, contrairement au cathétérisme angiocardiographique qu'elle a supplanté d'ailleurs. Elle permet une analyse segmentaire systématisée selon la méthode proposée par Van Praag et qui est nécessaire au diagnostic des cardiopathies malformatives complexes. C'est la première modalité d'imagerie dans la prise en charge des cardiopathies congénitales. Elle est également accessible. Elle est accessible au lit du malade jusqu'au bloc opératoire en passant par le laboratoire d'écho et le cath lab. Et donc, c'est vraiment très important. Sa place est primordiale et incontournable dans la prise en charge des cardiopathies congénitales. Ceci du point de vue diagnostique, mais également du point de vue thérapeutique, puisqu'elle permet de vérifier la qualité du résultat après le geste interventionnel ou opératoire. Et donc, je rappelle que c'est un examen opérateur dépendant qui nécessite une formation et c'est ainsi que le professeur Ley va nous apprendre les connaissances de base en échocardiographie cardiaque dans les cardiopathies congénitales. Professeur Ley, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Tout d'abord, nous remercions notre grand frère, le Dr Ousmane Dieye, pour cette très belle introduction et qui a bien voulu accepter de modérer cette première session du groupe de cardiologie pédiatrique de la Société sénégalaise de cardiologie, dont nous remercions le président et l'ensemble des membres du bureau donc pour cette initiative donc, de création des différents groupes de la Société sénégalaise de cardiologie. Nous remercions également tous nos collègues qui sont aujourd'hui présents et qui assistent à cette séance pour l'intérêt qu'ils portent à la cardiologie pédiatrique et également pour avoir bien voulu sacrifier leur temps précieux pour assister à cette séance qui marque, je l'espère, le début de plusieurs autres séances de formation et de partage d'expériences en cardiologie pédiatrique. La cardiologie pédiatrique qui est une spécialité qui est très riche, qui a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de défis à relever au Sénégal dans le domaine de la cardiologie pédiatrique, aussi bien au Sénégal, mais également dans nos différents pays d'Afrique. Et donc, nous saluons également au passage tous les collègues africains qui sont aujourd'hui avec nous à cette séance. Donc, pour commencer cette série de présentations donc, de notre groupe, nous avons choisi de parler d'une préoccupation qui est quotidienne, qui est l'échographie cardiaque.
Comme l'a rappelé notre grand frère, le docteur Ousmane Dieye, dont je salue encore la modestie parmi les experts en échographie cardiaque, il s'est oublié lui-même. Il faut dire qu'il fait partie également des pionniers de la cardiologie pédiatrique. En tout cas, moi personnellement, au cours de ma formation, il a eu à participer à cette formation donc en échographie cardiaque pédiatrique, ainsi que notre maître, le professeur Ibrahima Bara Diop, que nous saluons. C'est donc pour cette raison que nous avons choisi de partager avec vous aujourd'hui cette présentation sur comment mener un examen d'échographie cardiaque pédiatrique. Donc, les objectifs de cette présentation, c'est d'identifier les différents plans de coupe utilisés en cardiologie pédiatrique, de reconnaître et de nommer les différentes structures anatomiques visualisées dans les diverses approches, d'expliquer les étapes à suivre dans l'évaluation échocardiographique complète d'un patient pédiatrique, d'énumérer les meilleures incidences pour étudier spécifiquement certaines structures et malformations cardiaques. Comme vous le savez, l'exploration d'une cardiopathie congénitale ou d'un patient pédiatrique suspect d'atteinte cardiaque comporte plusieurs étapes. L'interrogatoire, l'examen clinique, l'électrocardiogramme et la radiographie thoracique sont des étapes extrêmement importantes qu'il ne faut pas négliger. Et souvent, actuellement, les gens ont tendance à sauter directement à l'échographie cardiaque, alors qu'une bonne réalisation de ces différentes étapes va faciliter considérablement l'échographie cardiaque, mais également va aider le praticien donc dans sa réflexion, dans la résolution de l'énigme que va constituer cette échographie cardiaque pédiatrique. Donc, on ne peut pas faire une échographie cardiaque pédiatrique sans être passé au préalable par ces 4 étapes. Comme l'a rappelé le docteur Dieye, l'échographie cardiaque comporte plusieurs avantages en pédiatrie. Il permet un diagnostic anatomique précis, de plus en plus précis grâce à la qualité des appareils dont nous disposons actuellement, la haute résolution d'imagerie de ces appareils-là. Il permet une évaluation hémodynamique non invasive de plus en plus complète, ce qui a permis de réduire considérablement les indications du cathétérisme cardiaque. On s'en sert aussi bien pour l'évaluation pré- et post-interventionnelle, que ce soit une intervention de cathétérisme cardiaque ou une intervention de chirurgie cardiaque. Elle a grandement facilité le suivi des patients et permet de guetter l'heure de l'intervention. Et, élément extrêmement important, on peut le réaliser depuis la période fœtale jusqu'à la période adulte, c'est-à-dire tout au long de la vie du patient atteint de cardiopathie congénitale. L'autre avantage de cette échographie cardiaque, c'est qu'il permet de voir le cœur sous plusieurs fenêtres d'exploration. Les principales fenêtres, vous les connaissez, donc parasternale, apicale, sous-costale, suprasternale. Et dans ces différentes fenêtres, on va explorer le cœur dans plusieurs plans, essentiellement le plan sagittal, donc grand axe, un court axe, donc qui va être perpendiculaire au grand axe, mais également dans le plan coronal. Outre ces fenêtres classiques que la plupart des cardiologues connaissent, nous verrons également certaines particularités, certaines fenêtres particulières chez l'enfant, notamment la fenêtre parasternale droite et la fenêtre parasternale gauche, qui vont permettre d'avoir des informations supplémentaires. Donc, nous allons exploiter le maximum de fenêtres possibles pour pouvoir visualiser le maximum de structures possibles. Parce que l'échographie cardiaque pédiatrique, c'est surtout un examen qui va être à visée anatomique. Pour bien réaliser cet examen, il faut se mettre dans les meilleures conditions. Les conditions optimales,
c'est qu'il faut avoir une indication précise de l'étude, savoir pourquoi est-ce qu'on va réaliser l'examen chez l'enfant qu'on nous adresse. Un niveau de luminosité adapté, une pièce calme, un enfant rassuré sur le caractère indolore de l'examen, rassurer les parents également. Lorsqu'il s'agit d'une première étude, c'est-à-dire c'est la première fois qu'on voit cet enfant, le plus souvent l'examen est long parce qu'on va être obligé de rechercher toutes les structures. On ne va pas se limiter à la question posée, mais on va rechercher toutes les structures du cœur pour voir s'il y a une anomalie congénitale au niveau de ces structures-là. Parfois, puisque l'examen est long et que la collaboration des enfants est difficile, il faut utiliser des artifices pour détourner l'attention de l'enfant, notamment parfois la tétée, le biberon, ou alors même donner à l'enfant un jouet pour pouvoir détourner son attention. La sédation n'est réalisée que dans des situations extrêmes. À partir du moment où l'enfant est rassuré, nous l'avons bien installé, maintenant l'examen va pouvoir débuter. Cet examen, comme on l'a dit précédemment, va utiliser plusieurs fenêtres. Parmi ces fenêtres, la fenêtre la plus importante est la fenêtre sous-costale. Contrairement à l'adulte, chez l'enfant, la fenêtre sous-costale, l'approche sous-costale va donner beaucoup d'informations qui vont aider à faire le diagnostic d'une cardiopathie congénitale. Comme le montre ce tableau, donc, qui illustre les différentes structures que l'on peut voir au niveau de la fenêtre sous-costale. Donc, comme vous le voyez, allant de des veines caves, valves auriculo-ventriculaires, les veines pulmonaires, le sinus coronaire, les branches pulmonaires, les artères coronaires, la voie d'éjection du ventricule droit, ainsi que la voie d'éjection du ventricule gauche. Donc, pour vous montrer juste quelques éléments qui peuvent être vus grâce à cette fenêtre sous-costale. Donc, la richesse de cette vue en pédiatrie. Comment doit être positionnée la sonde? La sonde va être positionnée de diverses manières au cours de cette approche sous-costale. D'abord, on va la placer sous l'appendice xiphoïde et on va essayer d'amadouer progressivement la paroi abdominale. En effet, l'incidence sous-costale est le plus souvent très mal vécue aussi bien chez les enfants que chez les adultes, car pouvant être facilement source d'inconfort, donc de douleur abdominale. C'est pourquoi il faut progressivement essayer de déprimer la paroi abdominale avec la sonde jusqu'à ce que le patient accepte donc la présence de cette sonde au niveau de son abdomen. Le repère de la sonde est à gauche. Et à partir de ce moment-là, nous allons avoir plusieurs incidences. Tout d'abord, le petit axe abdominal, comme vous le voyez, donc la sonde est perpendiculaire à la paroi abdominale, le repère étant à gauche, vers 3 heures. Le faisceau lumineux va alors aller vers l'aorte et la veine cave inférieure, donc qui vont être coupés dans leur petit axe. Ce petit axe abdominal va permettre donc de voir les gros viscères, les gros vaisseaux que sont la veine cave inférieure, l'aorte, le foie, l'estomac, mais également il va donner des renseignements sur la position de la pointe du cœur ainsi que sur les coupoles diaphragmatiques. On va pouvoir identifier, comme on va le voir sur les diapositives suivantes, le corps vertébral en petit axe, l'aorte et la veine cave inférieure en petit axe. On pourra en profiter pour interroger par un Doppler couleur et pulser l'aorte, donc le flux aortique qui va se manifester sous la forme d'un tracé pulsatile sans extension diastolique, non influencé par la respiration. On va également pouvoir interroger le flux de la veine cave inférieure, qui est un flux phasique variant avec le cycle respiratoire. Donc voilà donc, ce que va donner le petit axe abdominal, le corps vertébral postérieur, la veine cave inférieure à droite, l'aorte à gauche. La veine cave inférieure étant un peu plus antérieure que l'aorte. Donc voilà en imagerie
la veine cave inférieure, donc à l'intérieur du foie. Donc ici, on voit le foie, l'aorte à gauche, et ici, on voit bien le corps vertébral. À partir de ce moment-là, on pourra déterminer le situs viscéro-atrial lorsque la veine cave inférieure est à droite et en avant, l'aorte à gauche et en arrière. Il s'agit d'un situs solidus. Le situs inversus est une image en miroir où l'aorte va être à droite et la veine cave inférieure à gauche. Il y a le situs ambigu. Donc, situs ambigu pouvant être soit un isomérisme droit, où on va avoir une aorte et une veine cave inférieure à gauche, ou alors un isomérisme gauche qui est caractérisé par une interruption de la veine cave inférieure avec un retour veineux azygos. Après cette vue petit axe abdominal, on va faire une rotation de 90 degrés, amenant le repère de la sonde à 12 heures, donc vers le menton. Et ensuite, on va becquer de la droite vers la gauche. Et donc, ce béquillement de la droite vers la gauche va permettre d'avoir une vue des gros vaisseaux, à savoir la veine cave inférieure et l'aorte abdominale, selon leur grand axe. On fera un Doppler de la veine cave inférieure, un Doppler couleur, ainsi que des veines sus-hépatiques se drainant dans la veine cave inférieure à l'entrée de l'oreillette droite. Visualiser les veines sus-hépatiques. Le Doppler de la veine cave inférieure va montrer un flux de basse vélocité biphasique variant avec la respiration. Donc, voici le grand axe de la veine cave inférieure. Donc, on voit bien la veine cave inférieure, l'insertion de la veine sus-hépatique dans la veine cave inférieure, la valve d'Eustache. Donc, ces trois éléments-là montrent qu'il s'agit bien d'une oreillette droite. Donc, l'insertion de la veine sus-hépatique dans la veine cave inférieure est un critère de reconnaissance de l'oreillette droite ainsi que la valve d'Eustache. Outre cette veine cave inférieure, cette vue longitudinale grand axe va permettre également de voir la veine pulmonaire inférieure droite qui vient s'aboucher dans l'oreillette gauche. À partir de la droite, on va maintenant se déporter vers la gauche pour visualiser l'aorte qui longe la colonne vertébrale. Et donc, le Doppler pulsé va montrer un signal normal avec une montée rapide et une descente plus douce et peu d'extension diastolique, comme on peut le voir ici. Donc, vous voyez l'aorte abdominale, le flux de l'aorte abdominale qu'on va avoir. Donc, lorsqu'on met le Doppler pulsé, c'est un flux qui est pulsatile. Dans certains cas, on va pouvoir visualiser l'artère mésentérique supérieure et l'artère cœliaque, donc le tronc cœliaque. Après avoir visualisé les vaisseaux abdominaux en long axe, on va retourner en court axe en dirigeant le transducteur vers le cœur pour identifier le côté vers lequel la pointe du cœur se dirige. Si la pointe du cœur se dirige vers la gauche, dans ce cas-là, il s'agit d'une lévocardie. Si la pointe du cœur se dirige à droite, dans ce cas, il s'agit d'une dextrocardie. Dans certains cas, elle est à mi-chemin entre la droite et la gauche, c'est-à-dire qu'elle est au milieu, définissant ainsi une mésocardie. Après cette première étape, donc constituée par l'exploration de l'abdomen proprement dit, maintenant, on va s'intéresser toujours dans cette approche sous-costale à l'exploration du cœur. On va démarrer par une découpe sagittale du cœur en approche sous-costale. Ces coupes sagittales vont se faire en allant de la droite vers la gauche. Et pour cela, on va positionner le transducteur en position verticale, le repère étant à 12 heures au niveau du menton.
Voilà les différents éléments qu'on va pouvoir voir au niveau de cette vue sagittale. Lorsqu'on est complètement à droite, donc on va être au niveau des oreilles, et au fur et à mesure qu'on va vers la gauche, on va finir par la pointe du cœur, donc comme on peut le voir sur cette vue d'ensemble, donc montrant les sections donc en sous-costale sagittale. La première, donc à l'extrême droite, lorsque le faisceau lumineux est complètement à la droite, c'est la vue bicavale. Au niveau de cette vue bicavale, on va pouvoir voir la veine cave inférieure qui s'insère dans l'oreille droite, mais également la veine cave supérieure qui s'insère dans l'oreille droite. On va pouvoir bien visualiser le septum interauriculaire. L'oreille gauche également va pouvoir être visualisée, ainsi que l'artère pulmonaire droite. Par des mouvements d'inclinaison, sur cette incidence, on peut également arriver à visualiser la veine pulmonaire supérieure droite et la veine pulmonaire inférieure gauche. En se déportant un peu plus vers la gauche, on obtient une vue qu'on appelle la petite axe, donc vue de Fallot. Vue de Fallot parce qu'on va avoir un déroulement des cavités droites. Notamment, donc, on va pouvoir visualiser l'oreille droite, la valve tricuspide, la chambre d'admission du ventricule droit, l'apex du ventricule droit, l'infundibulum pulmonaire, la valve pulmonaire, ainsi que la bifurcation pulmonaire. Donc, cette incidence également va permettre donc de voir la valve aortique en petit axe. C'est une sorte de parasternal transaortique petit axe vu en sous-costal. Toujours en se départant un peu plus à gauche, on va pouvoir voir une coupe des deux ventricules, notamment le ventricule droit, la chambre d'éjection du ventricule droit, le septum interventriculaire et le ventricule gauche, donc, ainsi que les deux muscles papillaires. Donc, cette coupe va nous permettre de visualiser l'existence de communication interventriculaire, mais également l'existence d'un obstacle au niveau de l'infundibulum pulmonaire. En se déportant un peu plus à gauche, on va pouvoir visualiser les deux ventricules, donc au niveau de leur segment un peu plus, donc segment médian des deux ventricules, donc toujours pour explorer le septum interventriculaire et rechercher la présence de communication interventriculaire musculaire. Voilà pour ce qui concerne les différentes coupes qu'on peut visualiser par l'approche sous-costale sagittale. Après avoir effectué cette approche sous-costale sagittale, maintenant, nous allons réaliser une approche sous-costale coronale. Comment est-ce que se fait cette approche sous-costale coronale? La sonde est positionnée de façon à être parallèle à la paroi abdominale. Le curseur toujours orienté vers la gauche et on va becquer de bas en haut. Ceci va permettre d'avoir plusieurs plans de coupe du cœur, donc, comme on peut le voir ici, donc allant des cavités droites jusqu'au niveau des oreillettes. La première vue qu'on va obtenir par cette coupe coronale, c'est une vue donc toujours des cavités droites, donc l'oreillette droite, la valve tricuspide, l'apex du ventricule droit et donc l'infundibulum du ventricule droit jusqu'au niveau de la valve pulmonaire. Lorsque l'on remonte, lorsque l'on descend un peu plus, donc un peu plus postérieur, on va pouvoir visualiser le septum interventriculaire, le ventricule gauche, la valve aortique, la voie d'éjection du ventricule gauche et vous voyez ici les coronaires que l'on devine bien et la présence d'un vaisseau décrivant
une crosse donc, qui définit l'aorte, puisque l'artère pulmonaire ne décrit pas une crosse, mais plutôt une bifurcation. En poursuivant le mouvement d'inclinaison, on va tomber sur une cavité classique en sous-costale, donc permettant de visualiser le septum interventriculaire, musculaire, le septum interauriculaire, permettant également de visualiser les deux valves auriculoventriculaires et d'avoir une vue d'ensemble du péricarde. Sur cette incidence également, on visualise donc les veines pulmonaires, notamment la veine pulmonaire inférieure gauche. Lorsque l'on est complètement postérieur, on va pouvoir maintenant visualiser le sinus coronaire. Donc, l'insertion du sinus coronaire, donc vous voyez à ce niveau-là, comme on peut le voir. Donc, le sinus coronaire se projette au niveau du plancher de l'oreille gauche. Donc, il va permettre donc de définir l'oreille donc qui est située à gauche. Là également, c'est une bonne vue pour pouvoir identifier les communications interauriculaires donc du sinus coronaire. Voilà les principales informations qui vont être obtenues à partir de l'approche sous-costale. Donc, comme vous le voyez, beaucoup d'informations, beaucoup de structures anatomiques vont pouvoir être visualisées au niveau de cette approche sous-costale qui offre chez l'enfant donc une grande écogénicité, contrairement à l'adulte où on est très limité dans l'exploration en sous-costale. Après l'approche sous-costale, on va passer à l'approche précordiale, donc qui va également comporter plusieurs axes, donc un grand axe, mais également une exploration donc selon le petit axe du cœur. La parasternale grand axe va offrir des informations sur les valves auriculoventriculaires ainsi que les valves sigmoïdes, sur l'oreillette gauche, le sinus coronaire, le septum interventriculaire musculaire antérieur et membraneux, la voie de chasse du ventricule gauche. Là également, une fois qu'on a positionné la sonde, c'est des mouvements donc de béquillement d'avant en arrière que l'on va effectuer. Donc, ces mouvements de béquillement d'avant en arrière vont permettre donc d'avoir une visualisation des cavités droites et des cavités gauches sur plusieurs incidences. C'est une incidence que les cardiologues adultes connaissent bien, donc je ne vais pas insister là-dessus. Donc, la sonde est positionnée troisième espace intercostal gauche, le repère vers l'épaule droite. C'est pratiquement la seule coupe où le repère de la sonde va être du côté droit. Et à partir de ce moment-là, lorsque l'on béquille complètement en avant, on va faire une coupe longitudinale, donc du ventricule droit et de l'artère pulmonaire, qui va permettre de bien visualiser l'infundibulum pulmonaire, donc le septum interventriculaire, donc qui est au niveau donc, antérieur, notamment donc les CIV antérieurs, on va pouvoir bien les visualiser sur cette incidence-là. La valve pulmonaire, la partie initiale du tronc de l'artère pulmonaire. Donc là également, les sténoses supravalvulaires pulmonaires vont pouvoir être bien visualisées sur cette incidence. En allant un peu plus en arrière, on tombe sur la parasternale grand axe, qui va permettre de visualiser le septum interventriculaire, donc de rechercher les communications interventriculaires donc, au niveau de la partie moyenne, mais également donc, les communications interventriculaires sous-aortiques, de voir également l'existence d'une membrane sous-aortique ou d'anomalie de la valve mitrale. En déplaçant légèrement le curseur,
on peut mieux visualiser donc, la voie d'éjection sous-aortique et l'aorte ascendante, donc pour pouvoir prendre les mesures de l'aorte ascendante et voir s'il n'y a pas de dilatation de l'aorte ascendante. En poursuivant toujours le béquillement vers l'arrière, on va pouvoir voir maintenant une vue longitudinale des cavités droites, notamment la valve tricuspide avec le feuillet antérieur et le feuillet septal, l'oreille droite, le septum interauriculaire et l'oreille gauche. Donc, cette incidence également va permettre de rechercher certaines communications interauriculaires. À partir de cette parasternale grand axe, en faisant une rotation de 90 degrés, on va pouvoir passer en petit axe. Cette parasternale petit axe qui va également donner un certain nombre d'informations sur certaines structures anatomiques, notamment les veines pulmonaires, les artères coronaires, droite et gauche, le septum interauriculaire, la valve pulmonaire, l'artère pulmonaire et ses branches, droite et gauche. Mais également la courbure septale, les muscles papillaires du ventricule gauche et les valves aortiques. Donc, rotation de 90 degrés. Donc, on se déporte maintenant au niveau de l'épaule gauche. Le pointeur est orienté vers l'épaule gauche. Et donc, on va faire des coupes séquentielles également, allant de la gauche vers la droite, donc de la base vers l'apex. Et ce qui va donner donc plusieurs plans de coupe des différentes structures anatomiques. Tout d'abord, lorsque le faisceau est plutôt du côté droit, donc lorsqu'on est plutôt loin de l'apex, donc on va voir donc, la voie pulmonaire, notamment l'infundibulum pulmonaire, la valve pulmonaire, les deux branches pulmonaires, donc l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche. Donc, c'est une bonne vue pour pouvoir identifier une anomalie au niveau du tronc de l'artère pulmonaire, donc une sténose du tronc ou des branches pulmonaires. Un petit mouvement de béquillement vers la droite va permettre de dégager la valve aortique avec les trois sigmoïdes aortiques, la sigmoïde antéro-droite, la sigmoïde antéro-gauche et la sigmoïde non coronaire, mais également une bonne visualisation du septum interauriculaire, de la valve tricuspide. Là également, c'est une bonne vue pour pouvoir identifier certaines communications interventriculaires, notamment les communications interventriculaires périmembraneuses, donc en contact de la valve tricuspide, les communications interventriculaires infundibulaires, donc à 12 heures, et les communications interventriculaires sous-artérielles, donc proches de la valve pulmonaire. Comment, à partir de cette parasternale petit axe, on va pouvoir visualiser les coronaires? On reste toujours en petit axe. Le repère maintenant va être légèrement dirigé vers 1-2 heures. Et on fait des mouvements de rotation horaire et anti-horaire. D'abord, qui vont permettre d'identifier l'artère coronaire droite. Donc, comme on peut le voir ici, le départ de l'artère coronaire droite, donc l'ostium de la coronaire droite, permettant d'éliminer une anomalie de naissance de la coronaire droite. Puis, l'ostium de la coronaire gauche. Et donc, on va pouvoir visualiser le tronc commun, le départ de l'interventriculaire antérieur, qu'on va pouvoir même suivre sur un segment assez long, et l'origine de l'artère circonflexe. Cette vue est extrêmement importante et il ne faudra pas se contenter d'une visualisation bidimensionnelle de la coronaire, mais également il faut mettre le Doppler couleur et s'assurer que c'est un flux rouge qui va dans l'interventriculaire antérieur qui confirme que cette artère naît bien de l'aorte. En allant un peu plus vers l'apex, donc en continuant le béquillement, on va, donc comme chez les adultes, voir la coupe transmitrale, donc avec le ventricule gauche, le septum interventriculaire, le ventricule droit, la valve mitrale. Puis, les deux muscles papillaires,
c'est extrêmement important chez les enfants de bien voir ces deux muscles papillaires. D'une part, ils confirment que c'est bien un ventricule gauche, et d'autre part, dans certaines anomalies, notamment dans les canaux atrioventriculaires, on a un seul muscle papillaire au lieu d'avoir deux. Donc, la valve mitrale s'insère sur un seul muscle papillaire. C'est ce qu'on appelle donc l'aspect de valve mitrale en parachute. Et tout à fait, à l'apex, donc lorsqu'on est vraiment tout à fait complètement béquillé vers l'apex, donc ça va permettre de rechercher les communications interventriculaires qu'on appelle les CIV apicales. Ceci nous permet donc par la suite de passer à l'approche apicale. Cette approche apicale également qui va donner un certain nombre de renseignements sur la taille des oreilles et des ventricules, les dimensions des valves tricuspides et mitrales, mais également interrogé par un Doppler couleur et pulsé, le septum interauriculaire et le septum interventriculaire, ainsi que les valves auriculoventriculaires. Même procédure, on va procéder donc par des mouvements de béquillement d'arrière en avant pour pouvoir avoir plusieurs vues des différentes structures anatomiques du cœur. Lorsque l'on est complètement en arrière, la structure que l'on va voir, c'est le sinus coronaire, l'oreille droite, la valve tricuspide, le ventricule droit. On va pouvoir bien visualiser le septum interventriculaire, mais également le sinus coronaire, donc qui est au niveau du plancher de l'oreille gauche. En remontant un peu plus en avant, on va voir les valves auriculoventriculaires donc, et pouvoir identifier les communications interventriculaires du septum d'admission ainsi que les communications interauriculaires, donc ostium primum. La poursuite du béquillement vers l'avant va permettre de dégager la voie sous-aortique, donc de voir les communications interventriculaires sous-aortiques, mais également les membranes, l'existence d'une membrane ou d'un diaphragme sous-aortique. À partir de cette approche apicale, on pourra également obtenir d'autres plans de coupe du cœur, notamment donc plus utilisés chez les adultes, notamment l'apicale 2 cavités et l'apicale 3 cavités. Donc, je ne vais pas insister là-dessus. Donc, c'est des coupes qui sont bien connues des adultes. Outre l'approche sous-costale, l'approche précordiale, l'approche apicale, l'exploration échographique en pédiatrie comporte également une approche qu'on appelle l'approche suprasternale. Cette approche suprasternale qui va donner des renseignements sur l'aorte ascendante, l'aorte transverse, les troncs supra-aortiques, l'isthme aortique, mais également l'aorte descendante. C'est au cours de cette approche suprasternale qu'on va déterminer le côté de l'arc aortique par la visualisation de la bifurcation du tronc artériel brachiocéphalique et éliminer ainsi une artère sous-clavière aberrante. Donc là également, comme vous le voyez, on va faire plusieurs coupes donc pour avoir plusieurs incidences. Donc tout d'abord l'approche suprasternale grand axe qui va permettre de visualiser plusieurs structures. Comment faire cette approche suprasternale grand axe? La sonde est placée dans le creux sternal, le repère dirigé vers 13h et on va becquer en inférieur et en antérieur. Donc, et ça va permettre de visualiser, comme vous le voyez, donc la crosse de l'aorte, donc l'aorte ascendante, l'aorte transverse, la veine innominée, l'artère pulmonaire droite, les deux oreillettes, le septum interauriculaire, les troncs supra-aortiques, notamment le tronc artériel brachiocéphalique, la carotide gauche, la sous-clavière gauche et ensuite donc l'aorte descendante. À côté de cette approche suprasternale grand axe, il y a la coupe suprasternale petit axe qui va permettre d'identifier la veine cave supérieure droite, la veine innominée et potentiellement l'existence d'une veine cave supérieure gauche, mais également elle va permettre de visualiser l'artère pulmonaire droite distale et les veines pulmonaires. Et pour cela, la sonde est placée dans le creux suprasternal,
le repère étant à 3 heures, comme on peut le voir sur cette image. Et donc, on va pouvoir visualiser les veines pulmonaires, l'artère pulmonaire droite, la veine cave supérieure, la veine azygos, donc la crosse de la veine azygos qui se jette dans la veine cave supérieure, et la veine sous-clavière, donc la veine inouïe. Voilà ce que ça donne en échographie cardiaque. Donc, la veine cave supérieure droite qui reçoit la veine brachiocéphalique gauche, l'artère pulmonaire droite. Il n'y a pas de communication à ce niveau entre les deux. Hein. Donc, l'artère pulmonaire droite, et sous cette artère pulmonaire droite, donc on visualise l'oreille gauche avec les veines pulmonaires droites qui viennent se jeter dans l'oreille gauche, notamment la veine pulmonaire supérieure droite et la veine pulmonaire inférieure droite. L'approche suprasternale permet également de voir d'autres structures, notamment, comme on l'a vu, les veines pulmonaires, les 4 veines pulmonaires, et pour cela, la sonde est déplacée légèrement donc vers le 2e, 3e espace intercostal gauche, le repère étant à 3 heures, et le faisceau est incliné vers le bas. Et à partir de ce moment-là, on obtient la coupe qu'on appelle la coupe du crabe, puisqu'elle va permettre de visualiser simultanément les 4 veines pulmonaires, donc les veines droites et les veines gauches qui viennent se drainer dans l'oreille gauche. Donc, c'est une coupe extrêmement importante pour éliminer une anomalie de retour veineux pulmonaire. Une incidence particulière également, qui est une incidence un peu hybride, pour voir toujours la voie pulmonaire, c'est l'approche parasternale haute, donc qui permet de voir la bifurcation pulmonaire. La sonde est placée au 3e, 4e espace intercostal gauche, sur le bord gauche du sternum, le repère étant à 3 heures, et donc ça permet de visualiser, comme vous le voyez ici, le tronc de l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche, ainsi qu'une coupe petit axe de l'aorte. Enfin, les 2 dernières coupes en suprasternal, 2 dernières coupes hybrides, en fait, puisqu'elles n'appartiennent pas aux différentes catégories d'approches que nous avons citées, c'est la parasternale droite haute et la parasternale gauche haute. Donc, la parasternale droite haute, le transducteur est placé au rebord sternal droit, le repère étant vers 13 heures, et donc il va permettre de visualiser la veine cave supérieure et la veine cave inférieure qui viennent s'aboucher dans l'oreille droite. Il va permettre également de visualiser le septum interauriculaire, l'artère pulmonaire droite et l'oreille gauche. C'est une sorte de parasternal bicavale. Cette coupe ressemble un peu à la vue bicavale qu'on avait eue en sous-costal. Voilà une autre façon de voir cette coupe, comme vous le voyez ici. Donc, la veine cave supérieure qui vient s'aboucher dans l'oreille droite, la veine cave inférieure qui vient s'aboucher dans l'oreille droite, le septum interauriculaire, l'oreille gauche, et ici, donc au-dessus, on a l'artère pulmonaire droite et la veine pulmonaire supérieure droite. Voilà donc les principales incidences et coupes en échographie cardiaque pédiatrique, ce qui montre donc que, vu la multiplicité de ces incidences, il faut une démarche rigoureuse, étape par étape, donc pour pouvoir analyser les différentes structures du cœur de l'enfant. Il faut également une bonne connaissance de l'anatomie et de la physiologie cardiaque. Il faut mettre ensemble les différents éléments, les données cliniques, les données radiologiques et électriques pour pouvoir aboutir à un diagnostic, pour pouvoir résoudre l'énigme que constitue la cardiopathie que l'on est en train d'explorer, et signaler l'approche considérable donc, de l'incidence sous-costale qui est d'une grande importance dans le diagnostic des cardiopathies congénitales. Contrairement à l'échographie cardiaque adulte, l'approche sous-costale
offre beaucoup de renseignements dans l'exploration des cardiopathies congénitales et il permet de s'affranchir du problème d'échogénicité lié à la présence d'air au niveau du thorax. Donc, il faut vraiment utiliser cette approche sous-costale tant qu'elle est disponible. Donc voilà, chers collègues, l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous sur les connaissances de base sur l'échographie cardiaque pédiatrique dans les cardiopathies congénitales. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, mon cher professeur Mohamed Lay, pour cette très belle présentation, très riche en iconographie. Tu nous as fait le tour des coupes et des incidences qui permettent une approche segmentaire systématisée pour ne pas passer à côté des lésions, même dans le cadre d'un diagnostic de cardiopathie complexe.